Du personnage, et Fabien Wellman, scénariste de Spirou, aussi de Seul, et puis aussi Prix Utopia il y a quelques années avec comment dire, avec Gwen de Bonneval pour les derniers jours d'un immortel. Et on va essayer de vous rendre tous épileptiques avec les plans en très très peu de temps. Ah oui, là ça va. C'est des expériences pour que ce soit en relief, mais sans les lunettes. Voilà. C'est le Spirou d'avant-garde. Oui, c'est ça. Le prochain il est en gestation là. Pour les Saturniens, ça marche à mort. Donc Spirou, personnage créé en 39. 38, pardon, ouais. 38 par les éditions Dupuis. Alors, par rapport à pas mal de choses, c'est pas un personnage qui a été créé par des, comment dire, par des auteurs. C'est une demande d'éditeurs, si je me souviens bien, la création du personnage de Spirou en 38. En 1938, Jean Dupuis, en Belgique, à Marcinelle, est imprimeur. Il imprime des cartes de visite pour les pharmaciens et les médecins. Et il a envie d'offrir à la jeunesse de l'époque une revue de bande dessinée qui véhicule certaines idées positives, d'humanisme, mais aussi un petit peu chrétiennes. Voilà, donc il a envie d'éduquer la jeunesse. Et en réaction à des publications plutôt américaines à l'époque, à destination de la jeunesse, justement. Il trouvait ça un peu honteux que ça ne soit pas fait sur place. Et il est étonnant de voir que ça n'a pas changé aujourd'hui. Non, c'est vrai, on continue à courir derrière les Américains en vain. on met des capes. Donc votre Spirou, il est fait pour éduquer la jeunesse, finalement. Mais bien entendu, il est édifiant au sens premier du terme. Ouais. Mais c'est vrai que dans l'esprit de Jean Dupuis, dont on peut quand même préciser qu'à l'époque, il avait déjà la soixantaine bien passée, je crois. Ouais. C'était une nouvelle aventure dans laquelle il voulait se lancer. Et ce qui était assez intéressant avec ce bonhomme, c'est qu'en fait, même à cet âge-là, il avait envie de continuer des aventures d'entrepreneur. Et il a fait ça très très bien. Et effectivement, c'est venu d'une idée à lui. Et ensuite, il est allé chercher des auteurs. Et il ne cherchait pas à concurrencer un autre personnage belge qui s'appelle Tintin à l'époque. Tintin n'avait pas encore son magazine. Le journal de Tintin est né dans les années 50. Ah oui, donc ouais, c'était dans le petit 20e Tintin. Et c'était quand même un personnage. C'est un personnage qui prenait effectivement de la place. Mais je ne pense pas qu'il l'ait fait pour concurrencer à l'époque. Je pense que la concurrence n'était pas possible. Tintin régnait en maître à l'époque, c'était le personnage principal, ça allait rester d'ailleurs même par la suite quand Spirou est devenu populaire. Le seul endroit où il y a eu une forme de compétition entre les deux, c'était une sorte d'invention éditoriale entre le journal de Tintin et le journal de Spirou qui ont mimé une espèce de conflit entre eux de manière à amuser leurs lecteurs. Et fondamentalement, si on parle de reconnaissance, Tintin est beaucoup plus populaire que Spirou. Par contre, Spirou a survécu et a continué à être repris par des auteurs, donc ce qui explique les 75 ans, 75 ans d'existence avec des nouveaux albums tout le temps. Et le journal de Spirou existe toujours aussi. Et le journal de Spirou qui existe toujours depuis 1938, et je crois que c'est le seul exemple connu de la presse franco-belge. Mickey, non, qui doit rester aussi, qui doit démarrer en... Mais qui est d'origine américaine. Qui est d'origine américaine. Voilà. Ouais, tu as raison. Ouais. Donc ce personnage est confié au départ à un dessinateur français qui s'appelle Robert Welter, qui signera Robel. Donc ça va durer 1 an ou 2. Puis pendant la guerre, il y aura une interruption un peu du journal de Spirou. Je crois que c'est en 42 ou 43 que ça s'arrête. Et puis Spirou va connaître quand même une expansion juste après-guerre, quand Gigé le reprend. Donc il va faire les premières aventures de Spirou qui vont paraître. Robert Welter, je pense pas qu'il soit paru en album avant-guerre, les aventures de Spirou. Hein. Non, peut-être pas avant-guerre, non. Et il faut reconnaître aussi que là, Dupuis vient de les éditer. Très honnêtement, c'est pas évident à relire parce que ça part vraiment dans tous les sens. Mais ce qui est drôle de noter, c'est à quel point les Spirou dessinés par Rob Vell, donc, ou en tout cas signés Rob Vell, puisqu'il n'est pas évident que ce soit lui qui les ait tous dessinés, à quel point ces histoires-là sont complètement halluciné, quoi. C'est complètement foufou. Spirou se retrouve dans des pyramides avec des pharaons géants, des trucs comme ça. Il voyage à travers le monde. Il arrive des trucs pas possibles. Il doit dépenser il doit aider un milliardaire à dépenser 5 milliards de francs à l'époque, de francs belges par jour. Et quand je pense qu'on nous a dit que notre Spirou mutant sur la Lune du 52 était légèrement excessif, moi j'ai envie de dire retournez aux sources, les amis. Absolument. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Donc aux sources du zèle. Donc JG, donc c'est ça. Et puis après il confie le personnage à quelqu'un, un dessinateur important quand même, André Franquin, qui est quand même celui qui a donné toutes ses lettres de noblesse, qui a créé plein de personnages. Pour vous tous les deux, je crois que c'est quand même une des inspirations principales dans votre vision du personnage de Spirou et des aventures de Spirou et Fantasio. Disons qu'avant Franquin, Spirou vivait plutôt des péripéties que des véritables aventures.
C'était des histoires courtes la plupart du temps, qui devaient prendre place au sein du journal même de Spirou, qui est un hebdomadaire. Donc toutes les semaines, que ce soit Robvel ou JG, devaient imaginer une suite aux petites histoires de Spirou qui démarraient. Il faut aussi préciser que JG, à l'époque, était dessinateur de plusieurs séries. C'était un peu le dessinateur à tout faire du journal de Spirou. Pendant la guerre, la plupart des autres étaient ou en prison ou invalides. JG, lui, continuait à dessiner. Après-guerre, très vite, il a animé Bugdani aussi, je crois, Tanguy la Verdure, Jerry Spring, Blondin et Cirage. Au bout d'un moment, il n'en pouvait plus de toutes ces séries, et Spirou et Fantasio en plus. Il a décidé donc, ça devait être, je crois, dès 46 ou un truc comme ça, de confier Spirou à son élève qui était André Franquin, un jeune garçon qui rêvait de faire de la bande dessinée. Et Franquin va offrir à Spirou ses premières véritables grandes aventures. Ouais, des récits vraiment construits sur 44 planches, avec, comment dire, et c'est Franquin qui fait les scénarios au départ. Avec quand même une certaine marge d'improvisation, c'est-à-dire que c'est plus construit. Maintenant, il a fallu quand même quelques albums, je pense, pour que Franquin trouve ses marques et que par la suite, qui plus est, il fasse appel à Greg pour encore plus étayer ses scénarios. Donc l'aventure Franquin va durer à peu près une trentaine d'années. Jusqu'en 1969, date à laquelle il décide de laisser tomber Spirou au profit de Jean-Claude Fournier. Oui, qui va lui donner une autre tonalité. Puis le personnage va continuer à évoluer avec des dessinateurs comme Nick et Broca. Puis après, ça c'est pas peut-être la période la plus heureuse. Et puis après viendront les Tom et Jean-Ry qui vont donner quand même, quand ils vont prendre ces personnages, une espèce de souffle un peu différent quand même. Ils vont essayer de le moderniser un peu, de le faire évoluer. Tom et Jean-Ry, ouais. Ah bah, Tom et Jean-Ry qui ont quand même aussi compté pour des auteurs comme nous. C'est-à-dire qu'on a évoqué Franquin, parce que pour la plupart des amateurs de Spirou, ça a été l'âge d'or. Maintenant, ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que moi, quand je lisais la revue, j'étais pré-ado, c'était l'époque de Tom et Jean-Ry. Et à l'époque, c'était extrêmement novateur. De la même manière que tous les repreneurs de la série ont donné leurs pattes, et qu'elle était très contemporaine au moment où la reprise était faite. Franquin faisait un Spirou des années 50-60, Fournier a fait un Spirou des années 70, je dirais que Tom et Jean étaient vraiment dans les années 80, c'est-à-dire l'époque sans doute des Indiana Jones et des choses comme ça, et c'était donc, on avait une impression d'un seul coup d'entrer dans une nouvelle ère de bande dessinée, et c'est sans doute pour ça aussi que la série a connu ses plus grands succès commerciaux à cette époque, en ayant à la fois le passif, dans le bon sens du terme, de l'âge d'or de Franquin, pour les aficionados, mais aussi cette espèce de patte complètement ébouriffante pour des gamins ou ados à cette époque. Parce que nous, on essaie de faire aussi cette espèce de grand écart entre les gens qui ont aimé la série un peu par nostalgie maintenant, et puis ceux qui la découvrent maintenant. Tout le but, il est là, et c'est là que c'est compliqué. Il y a qu'à voir le quart entier d'enfants qui est parti quand on a commencé à parler. On ne peut que difficilement plaire aux deux. Et c'est ce qu'on essaie quand même de faire avec Johan, en essayant de faire des intrigues qui soient avec deux niveaux de lecture, un qui puisse satisfaire un adulte, qui attend quelque chose d'un petit peu en rapport avec ce qu'il a aimé enfant, ou encore plutôt que ça. Parce que moi j'ai découvert les Spirou et Fantasio de Franquin qui n'étaient pas de mon époque alors que j'étais enfant. Et puis la nouvelle génération qui ne sait plus trop qui est le personnage de Spirou, si ce n'est des fois par le dessin animé qui passait à la télé, qui ne passe même plus actuellement. Je sais pas, je pense pas non plus. Donc après Tom et Jean-Ry qui ont quand même marqué leur époque, viennent Munuera et Morvan aussi, qui vont faire 4 albums de Spirou, et puis vous qui arrivez un peu derrière, quoi. Alors moi je voudrais savoir un peu comment vous avez découvert Spirou. Je veux dire, ce personnage, bon, vous êtes peut-être dessinateur, auteur de... Voilà. Oh, qu'il est beau, qu'il est si beau, bien dessiné. Ouais. Donc voilà le Spirou actuel, celui de Johan. Mais comment dire, comment vous l'avez découvert? Est-ce que c'est par les journaux? Et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce personnage? En tant que lecteur au départ, je parle. Moi j'ai découvert Spirou parce que j'ai commencé à lire Franquin tout petit, mais j'ai commencé à lire Gaston Lagaffe à vrai dire, et des fois dans Gaston Lagaffe, ce personnage apparaissait, Spirou. Il avait un rôle tout à fait secondaire, un peu énigmatique, un type en uniforme qui se promène dans une rédaction comme ça, et qui vient de temps en temps assister impuissant aux frasques de Gaston.
je m'aperçois à la fin des albums de Gaston Lagaffe, il y a un récapitulatif de toutes les séries des éditions Dupuis, et il y a une petite icône avec une image, donc on voyait Dr Poche, on voyait Natacha, on voyait Luc Dany, et on voyait Spirou. Et donc je me dis, ah bah, mais a priori ce personnage-là a des aventures autonomes hors de Gaston Lagaffe. Donc j'ai commencé à découvrir Spirou en allant tout simplement avec mes parents au supermarché le samedi après-midi. Ils nous laissaient au rayon bande dessinée, comme ça ils avaient la paix, ils pouvaient faire leurs courses. Et puis bah, nous on passait l'après-midi enfin en tout cas le temps des courses, à lire les albums. Et j'ai commencé à découvrir Spirou à rebours, c'est-à-dire que j'ai commencé à lire les albums de Spirou qui ressemblaient à ceux de Gaston. Donc le dernier en date, il y avait le Marsupilami dedans, c'était Panade à Champignac, et en plus, il y a encore Gaston dans Spirou, dans cet album-là. L'histoire de Panade à Champignac commence dans les bureaux de la rédaction, et l'histoire qui suit, Bravo les Brothers, elle est complètement dans la rédaction avec une gag de Gaston. Donc, à rebours, j'ai commencé à lire Spirou en commençant par le 19, le 18, le 17, etc., etc. Il y aurait une étude sociologique à faire sur les enfants laissés au supermarché dans le rayon BD, parce que je crois qu'effectivement, il y a toute une éducation qui s'est faite là. Je pourrais rajouter Manara et Martin Véron dans les grandes découvertes, parce qu'en général, on était laissés du côté du rayon enfant. Enfin, il y avait un autre rayon. Il y avait le rayon adulte, pas loin. Voilà, et ça a été quelques chocs assez frontaux. Mais effectivement, moi j'ai découvert pas mal de Spirou dans ces conditions. Effectivement, Gaston était pour moi le biais principal. Parce qu'il y avait cette espèce de folie de Franquin. En fait, c'était l'œuvre de Franquin en général. Je crois que j'ai tout découvert en même temps, parce que mes parents avaient tous les albums de Gaston, de Spirou, pas tous, mais une bonne partie, et les idées noires de Franquin. Et c'est cet ensemble qui m'a marqué, parce que je crois que c'est la première fois que j'ai pris conscience qu'un seul et même auteur pouvait avoir des univers très différents, et qui plus est des univers qui paraissaient diamétralement opposés. Un peu comme Denis Bajram, ce génie qui... Un peu comme Denis Bajram, qui est capable de nous faire passer du rire aux larmes en quelques secondes. Parfois involontairement, certes, mais il le fait. Mais ne nous égarons pas. Mais ne nous égarons pas, car il est dans la salle. Pour dire qu'en fait, le fait que Franquin soit d'un côté un dépressif qui s'assumait complètement avec les idées noires et qui puisse à la fois avoir une vision très humaniste du monde avec Gaston ou Spirou, moi me frappait. Et un des tout premiers, si on revient au tout premier souvenir vraiment lié à l'enfance, c'est l'album Le Nid du Marsupilami, qui est resté pour moi un choc et qui est encore important de nos jours, parce que j'ai l'impression qu'il contredit tout ce qu'on raconte sur les grandes règles de la dramaturgie, quand on dit voilà, il faut qu'il y ait un personnage central, un protagoniste qui vit des obstacles, il faut que l'intrigue soit comme ci, comme ça. On prend Le Nid du Marsupilami et les héros ne sont pas dans l'histoire, ils sont passifs, ils sont dans une salle de projection où Sécotine leur parle d'un animal qui n'existe pas, c'est un documentaire animalier, et pour moi c'est un des plus grands chocs de mon enfance, et ça reste un des meilleurs albums de Franquin. Donc il était capable, par cette espèce de magie, de poésie, de créer un univers où il n'y avait pas forcément d'obligation d'efficacité narrative, et pourtant c'était efficace. Après, effectivement, il s'avère que le Marsupilami n'est pas l'album où il y a le plus Spirou, et que j'ai découvert les autres après. Dont, par exemple, la Mauvaise Tête, ou Le Gorille à Bonne Mine, ou autant d'albums qui nous ont quand même, je pense, Johan et moi, énormément marqué. Donc maintenant que vous dessinez Spirou, comment est venue première aventure qui s'appelle Les Géants Pétrifiés, qui est sortie dans une collection de Spirou qui est un peu à part, qui s'appelle une collection de one-shot, où des auteurs sont chargés de faire une histoire à leur convenance autour de Spirou. Comment ça vous a venu à l'idée de faire ça? Est-ce que c'est les éditions Dupuis qui vous ont contacté? Est-ce que c'est vous qui avez proposé le projet? Alors c'est une longue histoire assez pénible pour tout le monde. Non, on va la résumer très rapidement. En fait, on m'avait contacté en 2002, avant la reprise de Morvan et Munuera, parce que j'avais commencé à travailler dans le journal de Spirou depuis 98, que ça se passait bien, et que Tom et Jean-Ry avaient annoncé depuis quelque temps qu'ils allaient arrêter leur reprise. Donc de là, on m'avait demandé de penser à différents dessinateurs qui seraient capables de faire cette reprise. Assez rapidement, Johan s'est imposé dans mon esprit. Simplement, ça n'a pas été aussi évident que ça en interne chez Dupuis, parce que c'était plusieurs éditeurs à la fois qui n'étaient pas tous d'accord sur qui devait reprendre. Et au final, nous avons fini par jeter l'éponge, Johan et moi, et on a laissé la place à Morvan et Munuera qui ont fait quelques albums. Mais on avait quand même abordé à l'époque la possibilité que des albums soient faits. En fait, dans cette recherche d'auteurs capables de reprendre Spirou, ce qui était remonté de la plupart des auteurs, c'est que beaucoup étaient prêts à faire un album, mais pas prêts à abandonner toute leur carrière professionnelle pour ne faire qu'une série. Donc à partir de là, ce qu'on avait dit à Dupuis, c'est, vous savez, il y a des auteurs qui aimeraient bien faire juste un album de Spirou.
un peu sur le modèle américain des one-shots, comme on peut en faire des Miller à une époque, ou des gens comme ça. Et c'est souvent d'ailleurs, si on parle de Batman, c'est souvent comme ça que les meilleurs albums étaient faits, avec des gens qui n'avaient pas d'obligation vis-à-vis de la série, qui s'accaparaient le héros le temps d'un album assez marquant, et on se rend compte que ça donnait des choses très, très justes. Donc de là, comme on avait été un peu évincé gentiment, mais qu'en même temps on avait apporté cette idée des one-shots, assez logiquement, on devenait un peu les premiers sur la liste pour pouvoir faire le tout premier one-shot. À partir de là, donc, on a pu réfléchir à un album en se disant réellement à l'époque que ce serait le seul qu'on ferait et qu'on pourrait se lâcher exactement dans les directions qu'on voulait, y compris graphiquement. Et je passe la parole à ce moment-là à Johan. Le grand avantage de ce one-shot, c'est qu'il nous a permis, en fait, très vite, de discuter et de tracer un peu les rails de ce qu'allait devenir notre reprise par la suite. Alors évidemment, on ne savait pas qu'on allait reprendre la série Spirou classique, mais on s'est dit, si on fait un album perso, autant faire l'album qu'on aurait aimé lire quand on était gamin, autant faire un album qui annonce la vision qu'on a pour Spirou. Qu'est-ce qu'est Spirou à l'heure actuelle? Un Spirou contemporain, un Spirou de son époque, un Spirou qui a des préoccupations contemporaines. Tout ça, c'est des choses dont on a eu l'occasion, pour le coup, de parler énormément avec Fabien et qui nous ont par la suite servi de ligne directrice pour la reprise. Il se trouve que cet album a plutôt bien fonctionné, même s'il a un dessin, un graphisme très différent de la série classique, puisque donc à l'époque l'éditeur nous avait demandé de créer un Spirou personnel, donc une interprétation quelque part. Donc il n'avait pas son costume de groom. Il n'avait pas son costume de groom, car à l'époque on s'était dit, on sent un type qui se promène avec un costume de groom dans la rue, ça fait un peu yo-yo quoi, ou alors c'est qu'il a un bal masqué ou un cosplay, mais ça nous semblait un petit peu déplacé. Et puis assez vite, quand l'album a rencontré un certain succès, de bonnes critiques, bonnes ventes, en général les gens ont plutôt bien accueilli, on était vraisemblablement plus dans l'esprit de la série Spirou que des auteurs officiels de l'époque, à savoir Jean-David Morvan et José-Louis Menuera. Et quand leur contrat n'a pas été reconduit, l'éditeur est revenu vers Fabien en disant voilà, on aimerait vous proposer cette fois-ci la série classique. Fabien dit d'accord, à condition que ce soit avec Johan. Je l'avais fait beaucoup boire avant. Et donné un gros chèque. Et pour le coup, le plus gros du travail était déjà mâché suite aux géants pétrifiés sur la manière dont on allait aborder la reprise. Mais l'élément qui a changé, c'est sur le graphisme, le dessin. On s'est dit, bon sang, quand même, le costume de groom, ce serait dommage de l'enlever. C'est un peu comme enlever son costume à Batman, quoi. En fait, c'est ça, c'est que ça ne devait pas être ça, mais les géants pétrifiés s'est avéré être un moyen de poser un curseur et ensuite de se demander comment serait fait vraiment une reprise. Si on avait dû faire la reprise en 2002, on l'aurait fait comme les géants pétrifiés. Mais avec le retour des lecteurs aussi, qui nous disaient parfois, votre album il est super, mais c'est pas Spirou. Ça revenait parfois. Donc on se dit, ok, il y a quand même de la part de ces fameux aficionados, les nostalgiques de ce qu'a été la série, une volonté que ça ressemble d'une certaine manière. Alors qu'est-ce qu'on appelle ressembler à? C'est tout un débat. Mais à l'issue de cette réflexion avec Johan, on s'est dit que la ressemblance, elle passerait à la fois par un graphisme sans doute un peu plus proche des origines frankiniennes, même s'il y a aussi un débat là-dessus, parce que je pense que Johan se l'est accaparé, et qui plus est cette réflexion sur le costume, qui est passée symboliquement par une discussion dont je me rappelle très très bien, devant un poster qu'avait dessiné Johan, où on voyait Spirou dans la jungle, dans un espèce de cadre très Indiana Jones aussi, mais en costume de groom. Et je me suis dit, mais en fait c'est vraiment l'image de notre enfance quand on lisait des Franquins et qu'on voyait un groupe dans la jungle avec en plus de marsupilami. C'est-à-dire que c'est complètement absurde, mais jamais ça ne pose la moindre question à un enfant qui va se dire c'est le héros, il est en costume. Donc à partir de là, on a pris le problème dans l'autre sens en se disant bon, graphiquement c'est trop incroyable, il faut garder ça. Comment on le justifie? Parce que quand même un lecteur contemporain va peut-être vouloir ne serait-ce qu'un début de légitimation de ça. Et c'est là qu'on a commencé à inventer un jeu, une sorte de jeu avec le lecteur, et un jeu un peu postmoderne, un jeu où on sait que c'est le héros d'une rédaction, de la rédaction du magazine Spirou. Et c'est un jeu que Franquin avait déjà commencé à faire quand on voyait un petit lecteur qui, dans la série, un enfant s'adressait à Spirou en disant « j'ai lu tous vos albums », on était déjà dans du postmodernisme, parce que logiquement, un enfant de la BD n'est pas censé lire la BD dans laquelle il est, enfin c'est n'importe quoi, mais ça me plaisait assez gamin. Donc ça, on a commencé à l'utiliser dès le premier album de la reprise,
Alerte aux Orcons, où on voit Spirou et Fantasio qui reviennent, on peut imaginer qu'ils reviennent du festival d'Angoulême, avec le Spirou géant gonflable, qui d'ailleurs a été ressorti récemment, parce qu'il existe ce Spirou. Il a été ressorti récemment au Centre Leclerc pour la dédicace du Spirou Tour. Donc un Spirou gigantesque de 10 mètres de haut, complètement ridicule, mais donc assez réjouissant. Et il apparaissait dès la couverture du magazine. On voyait la camionnette qui avançait sans doute à 20 à l'heure sur les petites routes de campagne, avec un énorme Spirou géant qui se balance sur le toit. Et on avait marqué « En route vers de molles aventures ». Et ce qui nous avait fait bien rire par rapport au contrepoint du fait que tout le monde nous attendait, genre allez, essayez de nous prouver quelque chose. On a essayé de faire un contre-pied à ça. À partir de là, Spirou est quelqu'un qui travaille à la rédaction du journal qui porte son nom. Il en est le porte-étendard. Et selon les aventures, on l'oblige plus ou moins, pour des raisons contractuelles ou psychologiques ou que sais-je, à reporter son costume de groom comme le symbole du fait que c'est un héros. Et on peut montrer un petit peu les difficultés qu'il a lui-même avec ce costume dont il a un peu ras le calot, si je peux me permettre cette expression. Parce qu'en fait, lui, il aimerait bien s'habiller normalement. Mais à chaque album, il est obligé de remettre son costume. Donc, dans cet album, Les Géants Pétrifiés, alors quelles ont été pour vous les difficultés majeures, quoi? Pour toi, Johan, par contre, de choisir, t'inspirer, d'être dans les traces de Franquin et de tous ces dessinateurs, quelle était ta réflexion pour choisir ton dessin? Dans Les Géants Pétrifiés, tu as un dessin qui est encore issu de ce que tu as fait avant. Après, plus tard, ça va évoluer vers quelque chose de plus proche des dessins anciens de Spirou. Mais quelles ont été tes difficultés? Et puis même, toi, tu as des contraintes ou des obligations que tu t'es données? La difficulté a été de trouver mon Spirou. Historiquement, dans ma culture, c'était Franquin qui primait. Quand j'étais gamin, je voulais reprendre Spirou, Gaston Lagaffe, le Marsupilami. J'écrivais des scénarios, je dessinais à la manière d'eux. Et évidemment, à un moment donné, dans mon parcours, j'ai rencontré des professionnels, et très tôt, heureusement, j'avais 12-13 ans, j'ai rencontré Mézières qui m'a dit « Écoute, tu dessines bien, c'est pas mal, mais arrête de copier Franquin, tu vas faire du mauvais baptême et du sous-séron. » Et là, je crois que c'est une réflexion qui m'a bien calmé. Donc, je suis vite retourné à mes carnets pour créer mes propres personnages. Ensuite, j'ai eu un cursus qui m'a de plus en plus éloigné de l'univers franquinien. J'ai fait une école d'art, je faisais de la peinture, de la vidéo, de la photo. J'ai rencontré Éric Aumont, qui sera mon scénariste par la suite sur Toto l'ornithorynque, La voleuse du père Fauteuil et d'autres séries. Et Éric a été pour moi une sorte de gourou qui m'a ouvert les portes de la bande dessinée, mais autre que franco-belge, notamment de la bande dessinée américaine, de la bande dessinée argentine, de la bande dessinée italienne, etc. etc. J'ai découvert Breccia, Bazooka, Buzzelli, etc. avec ces gens-là. Donc ma culture s'est étoffée et s'est éloignée de l'univers de Franquin. Et puis bon, un jour, ce garnement de Fabien Wellman m'appelle pour me proposer de travailler sur Spirou. Et là, ça fait un drôle d'effet parce que c'est un peu... les premiers Spirou que j'ai dessinés, c'était un peu... J'avais l'impression de revenir à mes 13 ans, quoi, et à tous les défauts que j'avais à cette époque-là, et le manque de personnalité et tout, ça m'a fait vraiment bizarre de me remettre à dessiner Spirou à cette époque-là. Dans cette histoire, on a un peu l'impression que je suis le mec qui rapporte un verre d'alcool à un ancien alcoolique. C'est ça. Mais allez, bois, mais exactement. Mais qu'est-ce que tu risques alors? Juste un verre, c'est rien, tu verras. Et puis voilà, il a rechuté. J'ai rechuté. Mais je bois mieux.